Ah, super. Donc, Shannen, on n'a pas eu ton début, mais on aura tout le reste parce qu'au final, on est là pour avoir le meilleur de toi. On va passer 20 minutes ensemble, enfin entre 15 et 20 minutes toutes les deux, où je vais te poser des questions. Alors, nous, on est My English School, donc bien sûr, on va te poser des questions sur l'anglais, mais on va aussi surtout te poser des questions sur toi pour que les gens puissent comprendre qui tu es. Ensuite, on aura une petite intervention de Fabio qui est sur la partie différente, pardon, entre les ventes en France et en anglais. Et on aura la chance d'avoir un cas pratique, car Shannon va passer un moment à vendre quelque chose à Fabio, mais ça, je rentre pas dans le détail. Et on aura aussi la possibilité, n'hésitez pas, d'intervenir dans le chat, de poser des questions. Shannon est là pour vous pendant 1 heure, profitez-en parce que c'est rare. Donc, prenez ce temps de bien poser des questions pour que Shannon puisse vous répondre dans le cas pratique, mais aussi juste après le cas pratique. Donc, on a 25 minutes. Le cas pratique ne devrait pas durer 25 minutes, mais ça vous laissera un petit temps d'échange avec Shannon. Du coup, Shannon, est-ce que tu peux, je vais te refaire te présenter sans parler de ton poste ni de ton CV. Tu dirais quoi sur toi? Si tu devais te présenter, Shannon, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que je suis obsessionnelle et que j'aime les gens et j'aime le cerveau humain et que c'est vraiment une passion pour moi et c'en est même une obsession. Et donc, je pense que c'est ce qui m'anime tous les jours de me dire que ce qu'on a dans la cabessa, je l'ai toujours pas compris à 100% et je pense que personne ne l'a compris à 100% et que mon rôle, c'est d'essayer de le comprendre auprès des autres, de me comprendre moi et d'essayer d'aider tout le monde à mieux communiquer et à être et à mieux comprendre l'humain, je pense. Et tu penses que vraiment la communication et la compréhension de l'humain, c'est extrêmement important dans la vente? Bah, je pense que c'est primordial, c'est vraiment ce qui différencie une relation d'un échange avec une intelligence artificielle de toute façon. Donc, c'est ce Ouais, côté humain, ça c'est sûr. c'est vrai. Bah tiens, tu parles d'intelligence artificielle, je vais en profiter. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle remplacera les commerciaux dans le futur? Les mauvais, oui, bien sûr. Les mauvais, bien sûr que oui. Bien, bah, c'est évident en fait. Si ce que tu fais, une intelligence artificielle est capable de le refaire, que tu n'as aucune touche de personnalisation, que tu fais pas preuve d'intelligence émotionnelle, situationnelle, parce que c'est ce que l'IA ne fait pas aujourd'hui, hein. Elle n'est pas capable aujourd'hui encore de détecter correctement les émotions, d'avoir cette compréhension fine. La différence avec un robot, c'est qu'on a des énergies, de toute façon, avec lesquelles on est connecté. C'est pour ça qu'il y a des gens qu'on ne peut pas se voir, ne serait-ce que quand ils rentrent dans une pièce, ou qu'on se dit, cette personne, elle m'oppresse, son énergie ne me convient pas. C'est cette lecture de l'humain qu'on a de manière intrinsèque qui nous différencie d'un outil. Donc, si on ne l'utilise pas dans les ventes, c'est sûr que l'IA nous remplacera. Ça, c'est certain. Donc toi, tu penses aujourd'hui ouais, que l'humain est essentiel dans les ventes au côté émotionnel en fait, et Mais tout est ressenti. émotionnel. L'être humain est émotionnel. Tu vois, c'est comme quand on me dit, ouais, la vente, c'est de la manipulation. Mais va chercher le mot manipulation dans le dictionnaire et tu vas voir qu'il n'y a rien de malsain dedans. C'est juste orienter quelqu'un vers quelque chose. Mais en fait, ça fait partie de l'humain. On est tous manipulés. On est tous influencés, impactés. Mais c'est normal. On ne prend aucune décision de manière rationnelle. Et je le sais, j'ai fait mon mémoire dessus. Qu'autant te dire que j'en ai lu des études de Socrate et de tout ce qui s'ensuit sur la rationalité. Et j'ai interrogé une centaine de dirigeants. La première chose que je leur demandais, c'est est-ce que tu penses que tu prends des décisions rationnelles? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, c'est quoi la première chose que tu consultes pour choisir? Il dit mon instinct. Ah oui, C'est la chose la plus irrationnelle au monde, ton instinct. c'est Et clair. pourtant, quand tu leur demandes s'ils sont rationnels ou pas, ils te disent oui. Donc en fait, c'est pas possible. On n'est pas des êtres rationnels. Mais comme les animaux sont primitifs et l'être humain n'est pas rationnel. Donc à partir de ce moment-là, tu comprends qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on voudrait. Si c'était le cas, Comment notre est-ce pays qu'on ne serait fait pas si géré de telle on manière, a parce que c'est pas du tout rationnel. C'est clair, on n'est pas du tout rationnel et c'est vrai que l'instinct ne fait pas partie de la rationalité comme tu le dis. Non. Écoute, j'ai une autre question pour toi qui est assez intéressante parce que je sais que tu as un niveau d'anglais qui est exceptionnel. Moi, quand je t'entends parler anglais, je suis vraiment bluffée. Tu as un super accent, tu as des tournures de phrases qui sont incroyables. Du coup, j'ai envie de savoir en quoi l'anglais a été essentiel dans ta carrière. Qu'est-ce qui justifie que tu le parles et aussi bien surtout où est-ce aujourd'hui? que tu as appris? Et oui, Ah, où oui. est-ce que j'ai appris? Ah, c'est une bonne L'anglais. question. Merci. En fait, c'est marrant parce que je vais vous avouer quelque chose que j'ai pas avoué à beaucoup de gens. C'est qu'en fait, moi, depuis toute petite, je voulais être une américaine.
C'est pour ça que j'ai un prénom américain et que tout le monde m'appelait Shannen l'américaine. Il faut savoir que dans ma famille, on m'appelle Shannen l'américaine. C'est comme ça, parce que c'est un prénom américain, que c'est à cause de l'actrice Shannen Doherty pour tous ceux qui se sont posé la question. Je suis une victime de Beverly Hills. C'était beaucoup mieux que Brenda et Kevin. Shannen était un choix familial. Je ne l'ai pas choisi. Euh, et donc, je savais que j'adorais l'anglais, j'adorais les séries américaines. Et je me suis juste dit, il faut absolument que j'apprenne à parler anglais parce que j'étais amoureuse de Zac Efron. Et que je me suis dit, si un jour je le rencontrais, il fallait que je sois capable de parler anglais. Donc, la vérité, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment eu de raison. C'était purement émotionnel. J'étais amoureuse de Zac Efron. Je savais qu'il parlait pas français. Je me suis dit que c'était moi qui devais faire le pas. Spoiler alerte, je l'ai jamais rencontré et je me suis pas mariée avec Zac Efron non plus. Mais du coup, j'ai pratiqué l'anglais énormément. Et je traduisais beaucoup de musique, je regardais toutes mes séries en anglais, sous-titrées anglais, et je mettais pause sur tout ce que je comprenais pas. Je cherchais sur Internet la traduction du mot ou je prenais le dictionnaire. Je lisais aussi beaucoup de livres en anglais. Et j'avais des stabilos comme ça, ce que je fais toujours d'ailleurs. Je surligne tous les moments importants des livres que j'aime bien. Donc ce que je faisais, c'est que les livres en anglais, je surlignais tous les mots que je comprenais pas. Du coup, je les appliquais. Et l'accent, c'est tout simplement parce que je fais de la musique. Et donc en général, les gens qui chantent ou qui font de la musique, ils enregistrent le son. Donc le son et l'accent sont très liés en fait. Et donc moi, je reproduisais, même sans comprendre le mot, l'accent. C'est pour ça que je fais très bien aussi l'accent espagnol, alors que je ne parle pas un mot d'espagnol. Oui, tout à l'heure, tu as dit cabessa, je me suis dit, ah, elle parle espagnol. En plus, Si, tu l'as si, dit si, avec un si, bon si. accent. Me gusta la cabeza. Mais pour le coup, ça justifie aussi le fait que tu aies créé la S for Sales Academy et non pas la C pour commerciaux. Non, mais c'est pour commerciaux, c'est horrible. S for Sale, c'est beaucoup plus stylé, tout simplement. Mais tu es sur Et le marché aussi, français quand même. Tu formes à la vente en anglais? mais je forme en anglais, ouais, j'ai des clients en anglais parce que j'ai aussi des clients qui ont des équipes IMIA, Europe, Middle East, Africa, donc euh, des grosses équipes à l'international. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi, l'anglais, c'est ce qui m'a permis de rentrer dans les boîtes américaines. Et je vous avoue, mais j'ai toujours eu des excellentes notes parce que j'avais tout le temps 20 en anglais, hein. Ça me sauvait des maths, hein, de toute façon. Bah, top. Donc du coup, je savais pas ça que tu formais des gens en anglais aujourd'hui, quoi. Ainsi, je forme aujourd'hui des gens en anglais et puis j'ai pas mal de clients. Tu vois, moi j'ai un client avec qui je travaille qui est en Asie par exemple. Je lui fais le coaching en français, mais je lui travaille ses tournures de phrases en anglais. Oui, ok. Bon, bah ça, c'est une bonne chose. Donc ça veut dire que ça explique la raison pour laquelle tu parles aussi bien anglais, quoi. Parce que tout à l'heure, les équipes vont le voir, tu es assez impressionnante. Ok. Écoute, j'ai d'autres petites questions concernant un peu la partie leadership, notamment sur S for Sales Academy, ou pardon. Quand tu accompagnes un commercial, c'est quoi la première chose que tu cherches à comprendre chez lui, toi, Shannen? Ses croyances limitantes. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui le bloque? Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est en fait, il fonctionne d'une telle manière où son cerveau s'est dit que c'était normal de fonctionner comme ça. Mon but, c'est de comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé à penser de cette manière-là. Par exemple, quand il arrive dans un rendez-vous et qu'il est déjà dans bah voilà, nous, on accompagne 150 clients partout en France, voilà ce qu'on fait. Bah en fait, tu sais que derrière, ça cache un besoin de prouver sa légitimité. Et donc, la question que je lui pose, c'est pourquoi, quand tu fais un rendez-vous avec un client, tu penses que t'es pas légitime? Ouais. Et du coup, tu démontes la croyance. Et donc, en fait, plutôt que de travailler sur non, mais fais pas ça en rendez-vous, dis pas ça, dis plutôt ça. Et qu'en fait, le mec, il va pas comprendre pourquoi il doit dire ça de telle manière. Il va juste le faire parce qu'il sait que tu es meilleur que lui et que tu lui donnes un bon conseil, mais qu'il va pas réussir à l'appliquer sur la durée. Bah, tu déconstruis la croyance. Et en fait, du coup, tu crées un ancrage psychologique qui fait qu'à chaque fois qu'il le fait, ça le renvoie à cette croyance qu'il a démontée. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour lui d'appliquer le nouveau conseil. Bah, là, c'est super important ce que tu dis, parce que pour le coup, ça me fait poser une question. Je vais te poser une autre question, c'est comment est-ce que tu gères un commercial qui, de lui-même, est persuadé que les gens en face de lui n'ont pas l'argent pour payer le produit? Sa C'est parce que propre croyance limitante, c'est de se dire, de toute façon, il n'aura pas l'argent. bah, la première chose, c'est la question, c'est pas est-ce qu'il a l'argent, c'est déjà est-ce que tu trouves que c'est trop cher. Souvent, la croyance, c'est pas je pense pas qu'il a l'argent, c'est je pense que moi, ce que je vends, c'est trop cher, ou je suis pas convaincue de la valeur de ce que j'achète. Et on en avait discuté en plus, mais j'utilise aussi beaucoup cet exemple, c'est les gens achètent des iPhones et jamais personne, à l'époque des téléphones, quand l'iPhone est sorti, un téléphone à 1000 euros, c'était mais improbable, quoi. Et il y a des gens qui faisaient la queue tous les jours pour acheter ça. Donc en fait, c'est toujours une question de perception de valeur. La raison pour laquelle on achète des ordinateurs à 2000 euros et pas des ordinateurs à 500 euros, c'est qu'on a une meilleure perception de valeur. Donc c'est toujours une question de perception de valeur. S'il se dit que la personne en face de lui n'a pas l'argent,
La question, c'est, t'as pas créé assez de valeur pour que cette personne, elle se dise qu'elle va prendre cet argent et qu'elle va le faire. Et si tu veux être sûr, pose la question. Est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas du tout l'argent sur votre compte, c'est-à-dire que c'est impossible pour vous de sortir ça, et donc je suis curieux, mais pourquoi est-ce que vous voulez régler ce problème finalement si dans tous les cas, vous pouvez pas vous le permettre? Ou est-ce que finalement, vous avez effectivement l'argent, mais vous ne souhaitez pas le mettre là-dedans? Et ce que je comprends totalement. Mais tu vois, dans le deuxième, je mets du contexte, et donc ce contexte-là permet au client de se sentir libre de me dire la vérité. Et s'il me dit non, j'ai les 3 000 euros, en gros, je suis pas un clochard, mais j'ai pas envie de mettre ça là-dedans, je pense que c'est pas important pour moi, etc. C'est là que tu comprends que c'est pas une question de logistique, c'est une question de valeur. Et de toute façon, 95% du temps, c'est une question de valeur. Ouais, c'est la valeur perçue. C'est la valeur perçue, toujours ça. Parce que la personne, tu vois, elle rentre dans un centre Maïs, elle sait qu'elle a envie de se faire former. Enfin, t'y vas pas si t'as zéro dans les poches. Tu sais que dans tous les cas, ça va pas être gratuit. C'est pas une surprise pour toi. Mm. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Après, nous, tu vois, à Maïs, tu le sais, on a une approche très humaine de la vente. Je sais que toi, tu partages cette approche-là. Mm. Mais ma question, elle va être sur comment est-ce que tu arrives à concilier performance et bienveillance? Parce que souvent, les commerciaux sont persuadés que s'ils sont performants, ils doivent vendre des choses qui ne sont pas adaptées à la personne pour pouvoir rentrer dans leurs objectifs. Comment est-ce que toi, tu arrives à concilier ça pour les commerciaux? Comment est-ce que tu les formes sur cette partie-là? Bah, en fait, pareil, ça part d'une croyance. C'est que tu penses que la vente, c'est une fin en soi, alors que la vente, c'est une conséquence d'un travail bien fait. C'est super, ça, je vais le noter quelque part. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est comme tout. Tu vois, c'est si tu te dis, en fait, il y aura toujours des gens qui feront ça, mais c'est comme le sport. Il y aura toujours des gens qui préféreront passer sous le bistouri pour avoir le corps de rêve. Alors tu veux, ça te coûte plus cher, c'est très court-termiste, parce que de toute façon, si tu continues à bouffer des chocolats, il va rien se passer. Donc en fait, c'est soit tu as une stratégie court-termiste, passe sous le bistouri, soit tu as une stratégie long-termiste et tu comprends qu'en fait, ton corps de rêve, c'est juste la conséquence d'être allé à la salle de sport et d'avoir bien mangé. Là, c'est super ce que tu dis. Je tiens à vous dire que j'ai passé une semaine avec Shannen et que moi, je bouffais toutes les glaces du frigo. Et que Shannen, elle était en mode arrête d'être à côté de moi, t'es la pire du monde. Donc, au final, si on se voit toutes les deux côte à côte, vous vous rendrez bien compte de celle qui, qui a envie de réussir sans passer sous le bistouri, quoi. Ok. Bon, super. Merci, Shannen. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la vision que tu as dans les prochaines années du métier de commercial et est-ce que tu penses que l'anglais sera vraiment important dans le futur pour un commercial? Ça l'est déjà aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses du futur? Bah, en fait, je pense que dans tous les cas, si tu veux grossir une boîte, t'as pas le choix que d'aller à l'international aujourd'hui. On n'est pas sur un marché assez grand en France aujourd'hui pour vraiment créer des billion business. Tu prends n'importe quel milliardaire aujourd'hui français, il a des entreprises à l'international. C'est-à-dire qu'il vend sur les marchés étrangers. Donc, l'anglais n'est pas un choix, c'est une obligation. Parce que le reste du monde ne va pas se mettre à parler français. Donc, t'as pas le choix que d'apprendre à parler anglais. Ça dépend de ce que tu veux. Mais en fait, aujourd'hui, ne pas parler anglais, moi, ma question, c'est pas qu'est-ce que ça t'apporte de parler anglais, c'est qu'est-ce que ça t'impacte de pas parler anglais. Bah En fait, ça, aujourd'hui, tu parles pas anglais, tu rates des clients, tu rates des opportunités, tu rates des conférences, enfin, tu rates du contenu. C'est tout bête, hein. Mais la majorité du contenu aujourd'hui commercial que je trouve pertinent est en anglais. Je ne regarde aucun contenu français. Zéro. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai aussi bien marché sur les réseaux sociaux. C'est parce que tout le monde me disait que sur la France, il n'y avait aucun contenu qui n'était pas bullshit ou hmm. qui n'était pas enfoncer des portes ouvertes, genre poser des questions ouvertes et sourire pendant l'appel, quoi. Et pratiquer l'écoute active. Ok, merci Michel. D'accord, c'est pas faux. Mais en même temps, nous, on a vu des études, et notamment, on va en parler d'une ensemble. Donc, tu disais, oui, en effet, ça aide les commerciaux sur pas mal d'aspects. Mais il y a un des aspects qui est les plus importants sur la prochaine slide, on va le voir, c'est que il existe aujourd'hui une différence notoire entre les commerciaux qui parlent anglais et qui ne parlent pas anglais, ne serait-ce que sur, sur leurs revenus. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton avis sur cette étude-là qui a été faite par EF et qui indique que 5 à 20%, les commerciaux bilingues gagnent à 5 à 20% de plus par heure que ceux qui ne parlent pas, qui ne parlent qu'une seule langue, pardon. Et là, on ne parle pas des primes, on ne parle vraiment que du salaire de base. Ah, mais ça m'étonne absolument pas. De toute façon, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, en France, enfin, moi, j'ai fait les boîtes américaines, j'ai fait les boîtes françaises. Une boîte française ne peut pas s'aligner au niveau du salaire par rapport à une boîte américaine parce qu'elle ne reverse pas ses bénéfices en France. Hmm. Déjà, il y a juste une question très simple, c'est fiscalement parlant, une entreprise américaine te payera plus qu'une entreprise française parce qu'elle a plus de marge. Donc, de facto, tu auras des meilleurs jobs si tu parles anglais. Ouais, toi, c'est Ensuite, vrai que tu as travaillé dans des boîtes anglaises, ouais. tu as les clients qui sont prêts à payer, ce sont les clients riches.
On l'a vu tout à l'heure, il n'y a aucun milliardaire en France qui est uniquement sur le secteur français. Ils sont tous à l'international. Et donc, comme ils sont tous à l'international, forcément, il y a besoin de parler anglais. Ah, c'est clair. Et donc, si tu vas aller vendre à ces clients riches, il faut que tu parles anglais. Enfin, c'est mathématique, hein. Je pense que ça m'étonne même pas et ça m'étonne même que ce soit pas beaucoup plus. Donc, du coup, tu es en train de dire à nos magnifiques commerciaux français qu'il faut parler anglais et partir travailler pour des boîtes américaines. Non, mais je dis juste que au PSG, il n'y a pas que des joueurs parisiens. Ah, j'adore. C'est pas faux, on est Et d'accord. donc, l'entraîneur, il a besoin de savoir parler anglais. Donc, si même pour une équipe qui est le Paris Saint-Germain en France, s'ils veulent les meilleurs joueurs, ils doivent apprendre à parler une autre langue, bah pourquoi ce serait différent pour nous? Pas faux. On a une question de Gauthier qui nous dit, hop, alors attendez, je lis. Est-ce que tu as des recommandations de comptes sur la vente à suivre en anglais? Bah, bientôt, je passerai sur du contenu en anglais, les gars. Quand je pourrais me dédoubler en IA et que du coup, je pourrais cloner ma voix et que je pourrais faire mes contenus une fois et qui seront dans toutes les langues. Les comptes en anglais que je vous recommande, alors je vous recommande pas mal Jérémy Liminer, que je trouve vraiment très très fort. C'est un ancien psy et pareil, son approche est très psychologique de la vente. Shelby Sapp, alors on met un peu de côté la personnalité assez loufoque, mais les conseils qu'elle donne sont très très intéressants. Daniel G aussi, très bon, qui d'ailleurs reprend beaucoup ma petite phrase. Alors on a eu la même idée, donc je peux pas lui en vouloir. Je pense qu'il l'a même fait avant moi. C'est est-ce que vous seriez contre? Il le dit, would you be against en anglais? Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on peut traduire mot pour mot. Voilà, c'est un peu les comptes que je vous recommande. Shelby Sapp, Jérémy Lee Miner, Daniel G. Voilà. Et bientôt Shannen Boutaleb. Et bientôt moi. Bon, merci beaucoup, Shannen. Bon, comme on le sait, moi, je suis fan. J'adore. Tu es une personne exceptionnelle dans l'humain, Mm. accompagnante, bienveillante. Donc, je suis vraiment super contente parce que là, sur cette deuxième phase, on va avoir un moment avec Fabio qui va nous apprendre la différence entre la vente en anglais et en français. Et ensuite, on va pouvoir te voir à l'action. Et j'ai hâte que les équipes puissent te voir à l'action. Donc, merci pour cette première partie avec moi. Et je repasse le micro à mon cher collègue Fabio Grandi. Bonjour tout le monde, hello everyone, on va switcher en anglais maintenant. J'espère que tout le monde va me suivre. I will speak slowly and calmly. So my name is Fabio, as Deborah said, I'm the National Director of Studies for my English school in France. And yeah, as Shannon told you, selling in English is so important. So I'm going to see with you some basic ideas here of the differences between selling in English and selling in French, some language you can use for selling in English. It will, of course, be a little more basic than the things you would learn from Shannon, but voila, we're in English. So to start, I asked my dear colleague Deborah, who is obviously a very experienced salesperson, about the difference Co-founder of a between career selling in after English. 15 years in tailoring in Milan. Oh, I think someone's microphone isn't muted. If you do have questions, feel free to unmute your microphone and ask though. So yeah, Deborah told me selling in English is actually relatively easy compared to in French. Does anyone have any ideas why this might be? Feel free to answer in the chat or just speak if anyone has any ideas about this. Well, the ideas that came from our conversation, I've put a little croissant for French and a hot dog for On a English. Bilal qui dit la Ah, culture. The culture is mm, different. C'est this, tellement faux. C'est tellement faux. mm. English is more straightforward. Ah, On in a English, aussi we go straight forward. I like it. Yes, Yeah. that's true. less mental barrier in English. Ils vont droit au Oh, but. Et Shannon, tu dis interesting. c'est tellement faux, la différence de culture, c'est faux. C'est pas la différence de culture. C'est pas juste la différence de culture. C'est la différence de. C'est en fait en anglais, il y a moins de mots pour s'exprimer. La langue anglaise est moins riche que la langue française de base. Il y a moins de mots en anglais que de mots en français. On a plus de mots pour dire la même chose. Et donc, forcément, tu es obligé d'aller droit au but puisque tu peux pas aller Ouais, piocher dans plus de mots. c'est clair. T'en as moins, donc t'as pas le choix. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la culture, oui et non, je trouve que c'est facile de se cacher derrière. C'est pour ça que je dis tout le temps c'est faux. C'est que j'en ai beaucoup trop qui disent oui, mais c'est beaucoup plus facile, les Américains, ils sont prêts à acheter, non, non, non. Et c'est pas vrai.
C'est pas Oui, vrai. Vous avez déjà vendu sur des marchés américains? Alors, la seule différence, c'est pas qu'ils sont plus prêts à acheter, hein. Ça, c'est pas vrai. Par contre, ils disent beaucoup plus vite oui ou non. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que les Français, ils vont dire I don't know, je sais pas, je vais réfléchir, faut que je vois. Ils osent pas dire non. Les Américains te disent non en pleine face, ils en ont rien à faire. Parce mm, qu'il n'y a pas effectivement cette culture de dire oui. Mais par contre, le fait que ce soit plus simple ou plus compliqué, ça, c'est totalement faux. Parce mm. qu'on reste sur de l'être humain. C'est juste que le marché est beaucoup plus grand. Et donc, eux, quand ils en ont un qui dit non, bah, il y en a quatre cinq derrière qui peuvent rappeler quand nous, sur la même taille de marché, ils vont être deux. Ouais, alors attention, je tiens à dire que quand on a dit selling in English is easy, c'est pas le fait de vendre, c'est la manière dont les mots sont plus rapides. Hmm. Ça reste une complexité de marché, c'est certain. Vous avez moins de mots à apprendre si vous voulez Exactement apprendre à ce que parler tu dis. anglais. Il Ça, est c'est vrai. plus facile, entre guillemets, de parler anglais et d'aller droit au but qu'en français. Et là, on a Paul qui nous dit A part of my pipeline is in the US. They're more open to test. On the other hand, they're more likely to churn if they find a better alternative. Bah, tu vois. Ouais. Ils sont pas plus faciles à signer. C'est juste ils disent plus facilement oui ou non, vite. Et C'est-à-dire après, ils vont pas attendre, en fait. Ils vont dire, OK, on teste. C'est de la merde. OK, ciao. C'est oui, très c'est ça. sharp. Mais après, ils ont moins la culture, comme dit Cyril, le fait de cacher tout ce qui est à propos de l'argent, parce que nous, en France, c'est tabou et on est hystériquement catholique et non protestant, donc on n'aime pas parler d'argent en France. Alors qu'aux États-Unis, ils parlent d'argent beaucoup plus facilement. Aux États-unis ou dans les pays anglophones, d'ailleurs. Bon, on va Hmm. devoir avancer parce qu'on a beaucoup trop de questions. On gardera des autres questions à la fin. On va laisser Fabio nous parler de différences dans les termes de vente en anglais et en français. So many interesting points in the chat. And I do Ouais. appreciate Marie's point that English isn't just the USA. And I think, like, in our chat today, we have aimed towards the USA because it's, of course, the most prevalent globally, especially in the business world. And most of what I will say does refer more to the USA than to the tiny island that I come from. But okay, so yeah, like you've all said, French is very structured, it's very conceptual, and it's a very polite and formal language. Whereas English, especially American English, is clear, it's action oriented, and it's direct, but friendly, but direct. We see this in the length of our phrases that we formulate. French does prefer longer phrasing, generally based around nouns instead of verbs. Nous allons procéder à une prise de décision, whereas an American might say, let's decide now. As Shannon said, you need fewer words to express it in English to get to the point. Um, Voila. Another thing is that this is a bit of French that's entered my vocabulary. I always say voila. It emphasizes reasoning and hierarchy. It's a language with a formal you and an informal you that can create distance between people that really doesn't exist as much in Anglophone cultures and in the language. We have a lot more flat hierarchy in our business world, as you know, and our language focuses on action and results a lot more than formality, as you've all said. I believe Valerie said it nicely in the chat. Moins de chichi. Um, Obviously, there's an indirectness in French, which is there for respect for diplomacy, which isn't necessarily the case in English, where direct questions are not seen as rude, just as efficient. And business culture in French, of course, values precision and eloquence as a result of this formality, which is built into it. Whereas business culture in Anglophone cultures values openness and efficiency. So yeah, really different cultures, and I think this is built into the language very much, as everyone has said. Of course, we don't really need to speak English perfectly, is the other thing. The joy, of course, as we know, is that you should be talking 30% of the time and the person you're selling to 70% of the time. So as long as you can ask good questions and communicate with certain key principles. I asked my dear colleague Deborah, and she came up with these three for me, which will be very self-explanatory to all of you as salespeople: clarity, empathy, and value. So if you can explain what you do and why it matters in simple, powerful words. If you have empathy, if you listen more than you speak and adapt to the person in front of you. And if you show the value, you don't just describe features, but show how your solution changes their reality, then
you can arrive to sell to someone, even in English. But okay, something very obvious in your first language, but it's very important to know how to do it in English if you're selling in this second language. Why are open questions important? I have to answer, or people in the chat? Anyone in the chat, but I mean, I'm sure your answer will be wonderful, Shannen. So maybe you could tell us while we wait for answers to come in. Yes. Oh, fantastic. Yeah, loads of good ideas here. To understand their needs, dive deeper into their needs and problems, let the prospect talk, avoid ending conversations quickly, understand their real need, let the prospect speak as much as possible. On n'oriente pas la réponse. Loads of interesting things there. Anything you would add, Shannen? I think they're all right. People need to ask more open questions, but just it's not just because of the need, it's to help the prospect think. Yeah, because sometimes the prospect himself isn't sure or hasn't like clearly said what he needed. You should never talk for your prospect. He should be talking for himself. So when you ask the why question, he mentions the pain points, and then you can reuse those pain points. I would say against him in English, but it sounds weird. It sounds bad, but not at all. So open questions are essential for you to understand the needs, but more essentially for them to speak about what they need. Fantastic. Well, and I can see from the responses, of course, you all know this. This is a fundamental part of your role, of course, Yeah. as salespeople. Open questions make the prospect talk more, turning your pitch into a real conversation. They build trust and emotional connection. They help you to understand the needs and help people to reveal what really matters to them. And they give you control of the direction of the conversation without applying pressure. And the great thing is, of course, your English doesn't need to be perfect because the prospect should be speaking 70% of the time. So let's think about some actual tools in English. What open questions can we ask in English? In the chat, any ideas of what open questions you would ask to your prospects? Why now? Fantastic. What are your priorities? Nice. Why did you book this call? What are you expecting? All the questions, Jan says, starting with what, who, why, where. The Absolutely. 5 W's. It depends if this is a sales request. Why are we here together? What is your objective? What are your goals? What do you want to achieve? Fantastic. Yeah. Great. You guys can form questions in English very well. Good job, everyone. So, of course, yeah. Are you all clear about what your needs are? Nice. So, yeah, we need to understand the situation. Can you tell me more about how you currently handle blah, 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 blah? Explore pain points, of course. What's working well for you right now? What isn't? How does this issue impact your team, your daily work, your goals? The most important one you've all said there is discovering the motivation, the why. What motivated you to take this meeting or explore new options? A nice reason for these open questions is to help them to visualize success. If you could change one thing about your current situation, what would it be? What would success look like for you in 6 months? I like the Those are precision. special Shannen. She asks them all the time. Yeah. And yeah, qualify their urgency, their next steps. How does this issue impact your team or goals? How urgent is this for you right now? Voila. So lots of good questions that we can ask. Of course, the big word here is why, isn't it? I think why is always the deepest, the most profound question we can ask. So yeah, final question from me before we hear from Shannen again. What why questions could you ask? We've had a few already from you. Why did you book this call? Why now? Eh bien, si tu ne le faisais, comment tu te sentirais? Ah, nice. Yeah. How would you feel if you didn't do it? It took me a second to translate.
Well, here are some good why questions. And it's more or less what you said before. Why is this important to you right now? Making the person really connect emotionally with the timing, with the priority of it. Um, why would solving this make a difference for you and your team? Obviously, connecting the problem to a real life improvement. Why do you think this has been difficult to change until now? So you can reveal their past obstacles, maybe those limiting beliefs they have about themselves that Shannen was talking about. Why would this be worth investing time or money in? Get the prospect to justify the value in their own logic. Why does this outcome matter to you personally? I think so important, as Shannen mentioned, to move from the business level to the emotional level. And why would achieving this now change things for you in the long run? So helping to project the person into a future version of success. Of course, I'm sure all of this is stuff you do in French already. Um, we have a couple of Mm. questions We in have the we have chat. someone who said you've just shared a video, Shannon, today or yesterday, I'm not sure, but you were explaining why using the why is not a great idea because people feel Oh, they have to justify themselves. interesting. Yeah, Yes. I like this one. Yeah, I never say, like, I try not to say why. I mean, it depends on the context and the people I'm talking to, but most of the time I said, what made you think that way? What? So I replaced the why with a what. And Okay. so people don't feel like they have to justify. They just feel like I really want to understand. And it's not a justification, it's just a discussion and uh, An exchange between two yeah, an people. exchange. Okay, that's interesting because the why to me is more like, for example, when you ask the question, why now? Why not yesterday? What has changed? I always use the what as well, but in the second part of the question. Yeah, so you give context. This is the Yeah. other thing that you should do in sales is when you try to ask a very hard question, such as what is your turnover, why you haven't like growth, or why you didn't hire this person. It can seem a little hard questions, and most of people don't feel comfortable asking them. And so that's what I teach. I told them you need to give context. So you need to explain to the person that you have in front of you why you are asking these questions. And most of the time, you're saying, like, okay, Deborah, I really want to know what is your turnover this year, not just because I'm just curious. It's really for me to understand if the things that I am showing you after is possible for you to afford and not to show you something that you cannot afford. And I mean, that's okay, but I can give you a much better option. Okay. Okay, perfect. Thank you so much. We have another question, which is, can we have an example, which is perfect because it leads us to the next part of our webinar where Shannon is going to sell to our friend Fabio, who's really not okay with selling. He doesn't feel comfortable about it. That Shannon said, okay, if you don't feel comfortable about it, then I have to do it with you. So when we organized this, I think it was amazing because Shannon said, if you don't feel comfortable about doing it, then we need to do it together. So thank you for that, Shannon, because I think it was a really good option. Now we have 20 minutes left. Shannon is going to sell to Fabio. Maybe you want to explain, Shannon, what you want to sell to Fabio. Yes, I'm gonna sell him what I sell actually is coaching, sales coaching. So Fabio, are you ready for that? Absolutely not, but let's go. Okay, great. So the context is Deborah asked me to have a meeting with you because you said that you're not comfortable with selling. And so my goal is to close you on buying sales coaching. And Fantastic. if he's Okay. convinced, we're really buying it at the end. I'm just Sounds saying. good. Okay. So the first thing I always do is I will start to frame the call. So sometimes I'm going to give you an example of what I do, so you can really understand why I do those things and practice them also on your side. So the first thing I do is framing the call. So what I would say is, Fabio, we have 20 minutes scheduled together today,
And so I talked to Deborah, and she told me that you were not feeling very comfortable with selling, but I would rather hear from you and your perspective, and see if maybe I can help or not. I will tell you at the end. Does it works for you? Yeah, fantastic. That sounds great. Great, amazing. So once I have put the frame, now Fabio knows what we will talk during the 20 minutes, and he will not starting to ask questions, sort of, okay, but what can you really offer? Why are you asking me those questions? So he knows the purpose of my future questions. So Fabio, I will start. Can you tell me a little bit more about what is your definition of sales? It's really interesting for me. Wow, that's a really good question. It's something I do feel a bit of an aversion to, I suppose. For me, sales is every time I get a telephone call from a company trying to make me buy something that I don't want. Yeah, I don't know. That's basically my knee-jerk reaction to it. I think my approach to buying things normally is, but maybe a little French from what you guys have said. I like to have the time to research for myself and to make the decision with a website in front of me, and I click when I'm ready. And I feel unpressured, unmanipulated by it. I suppose a salesperson's job is to give me that little nudge to make the choice maybe before I'm ready to. Okay. Okay. Very interesting. So, if I resume your definition of selling is someone cold calling you to try to sell you something that you don't really want to, and pressure you to buy it. I guess it's definitely a part of my vision of it. Yeah. Very interesting. And do you have any example where you felt that way, where you were trying to buy stuff? Hmm. Okay, I've got a really good example. Great. So I signed up for a gym once, and I remember I walked in there thinking, yeah, maybe I want to sign up for the gym. And the salesperson did a really good job. I wasn't 100% sure. The price was higher than I really wanted to pay, but they were just very efficient, very charming. And by the end, I signed up for it. I was a happy customer of the gym for about 6 to 12 months. But if they hadn't done their job well, I wouldn't have signed up for it because I think, yeah, I wasn't 100% sure at that price. So that's one that I really remember. Okay. So, based on what you have said previously, I mean, does it impact your definition of selling now that you remember this example? I suppose it's still the same concept for me a little, right? It's I think, meh, I wasn't sure if I wanted it. This person found a way to make me want it, whether that originated from me or not. But at the end, you're happy with the membership, right? But yeah, it made me healthier. Oh, so what do you think this person has impact in your life, finally? Um, but I'm a little more physically fit and a little bit poorer. If the salesperson wasn't in the equation, would you spend that money to be healthier today? If you had the Honestly, choice again, would you uh, would you redo it again without the salesperson? hmm. Honestly, like I don't know is the interesting question. I think I'm not a person who necessarily makes impulse purchases without thinking about them a lot. So maybe I'm someone who really needs a salesperson to push him. Who knows? No, no, I totally understand what you say. And just to really dive a little bit deeper, at Mayas, you have salespeople. Do you think salespeople are the ones that cold call you and try to sell you things that you don't want to? Or do you feel like salespeople at Mayas or more like the guy at the membership at the gym store? It's really interesting actually because I think at MyS we have a different kind of seller to me, or at least I've seen two different types almost at MyS. I've seen people who are a bit pushier, who are a bit more like that person at the gym who maybe didn't listen to all of my needs that much, but was just quite convincing and pushed it through. And they don't tend to survive very long at MyS. It's like a cultural disconnect, I feel. They last Okay. about 6, 9 months and then seem to just not be very happy.
working at the company, or it doesn't quite click. All the people who are really successful long term, I think actually have changed my mind a little bit about what a seller is, because it's about listening to people. It's about Mm. really saying, well, okay, this is something you need, and I'm going to help you to find a solution that you actually want but don't know how to articulate. Oh, that's really interesting. You talk about culture. It seems like something really important to you. Can you give me an example of the type of culture that you want to have in your company? Um, How people can get along or feel? yeah, absolutely. I suppose but very Anglo-Saxon thing, I guess. Like I'm not a big believer in kind of in hierarchy in companies. I really like everyone to be kind of working on problems together. I think just the fact that I'm someone's manager doesn't mean I can't Mm. help them to whatever to clean up something that's spilled on the floor. So I think that's really important to me, that we've all got each other's back and we all work together to try and resolve problems. Transparency is really important to me. The fact that we all openly talk Mm. about issues we have and try to find solutions together, and that we feel safe to do so. I want to work in a fun place. I think Yeah. that's key. Okay. You seem to tell me if I'm wrong, but you seem really um, connected to people and really cherish the relationship that you have with people, like transparency, feeling comfortable, open-minded. Am I wrong? No, absolutely. You're absolutely right. I think How the much is human this? connection. Sorry. Oh, sorry. How much is this important to you to really for me to understand? I think it's the most important thing. I don't if I look back through my life at the jobs I've had where I've been happy, it's because of connection with other humans, but not only jobs, I think just like in life, right? We're happy when we're Mm, connected. We're a social species. That's really interesting what you say because based on the first question that I asked you about the definition of selling, I think I have the same definition of selling that you have on company culture that you Hmm. currently want to have at MyS. I think it's really an exchange, people solving problem, because at the end you were going to that gym store with a problem, such as I don't feel comfortable in my health and I want to feel healthier and I want to feel fitter, but I don't know how. And then this person tried to help you solve a problem. Um, if I put this into a perspective, do you think that you have ever experienced during your workload or job like this kind of exchange with someone, like this person has a problem, doesn't really know how to solve this problem, and you were trying to really convince them to solve the problem, but in a team, for example? Yeah, of course. Yeah, but I'm in a management position, so it's such a big part of what I do Hmm. is helping people to find solutions to their problems, negotiating together on the best way through a storm, etc. Okay. And I think but how much is sell important for my yes currently? Like every company, it's the food that we eat or we starve, right? Yeah. And what will change for Mayas if we have more sales? What would they do with the more money that they have? Based on the Um, culture that you know, mm, what would be their first investment? I guess we'd continue growing, recruiting new people, opening new schools. We'd spread awesome English lessons and experience to lots of new people. And how do you feel about that? That I feel very good about. Oh, really? You're really excited about this? Yeah, yeah, that's something that I would like. Okay, very interesting. And if we could like switch put this culture and help you, if I have maybe a solution to help you like get those sales but keeping the culture, would you think like this would be a bad idea? That's something that would be a good idea. Yes. Oh, it would be a good idea. How do you think it can help on a daily basis? But you can totally tell me like Fabiola, no, I don't want to know how to sell. I really don't care. What would change for you in this case?
Well, no, you're absolutely right. Like, I can't say I don't want to sell because if we don't sell, then we don't have about all the things that I love Mm. about our companies. Of course, like we need to have students come through the door. We need to make money. It's we live in a capitalist system. We can't just give things out like candy. But I mean, you have to pay for candy, I realize. Yeah, what was the question? Sorry, Shannon. No, that's fine. The question was how much it is important for you to learn how to sell it. And I feel like I would change my question because I feel like that you really understand how much important is selling. And I'm not changing you, you're right. We are in capitalism society, so we need money to make things and these are the things that we want. But I really wanted to agree with you on something is that the vision, the definition that you had of selling at the beginning of this meeting is what most people think. And it's just because we have like the bias of we had a bad experience and we take this bad experience as a general like opinion on something where you give me a few example where this is not. And you said at Mayes you have like this culture where you like to talk to people, you like to have the team together trying to solve problem. And I think that's the reason why you have growth so much during the years. And I feel like you did it for the past 3 years, like sell and still keeping this culture. So both are not impossible. What do you think about that? No, I absolutely agree. I guess it's a cultural shift, isn't it, from a different concept of what sales is, I suppose. Mm. So if you agree on the fact that this is just a concept of selling that you have, and maybe we can improve the sales and keep the culture, would you think it would be a bad idea for me to just teach you some structure and methodology about selling? Does Well, make no, I mean, me could make you love sales? but if you can, yeah, show me honestly sales within such a human, yeah, like such a human context where the person we're selling to isn't an object, but is really like a collaborator. I think, yeah, that's something which I like the sound of. Did you feel currently while we were talking that you were an object to me? Not at all, Shannon. Yeah, so that's my definition of selling. Nice. So if I can put that into my yes, do you think that it works working with someone teaching you how to sell? Yeah, that sounds very valuable. Great, then closed. Bravo. Then Fabio, are you going to follow the training with Shannon? I guess I'm doing a sales course now. Why did... So why did it work, Fabio? But I think at the heart, Shannon made a big effort to understand where I'm coming from, what my blockages were, and really, yeah, kind of what my vision is. I think it also worked because what Shannon is selling does it is consistent with my worldview as well. I think if what she was selling wasn't something which I believed in, I think she would have walked away as well. It didn't feel like she was forcing something which I didn't believe in. Yeah, do you think you're an object to her? Est-ce que dans le chat, on a des personnes qui ont des questions sur certaines objections que vous auriez pu faire par rapport à Fabio, à Shannen, qu'elle réponde. Il nous reste encore 5 minutes avec Shannen, profitons-en au maximum. Je sais que Shannen adore quand on lui pose des questions sur des objections et qu'elle peut répondre comme ça. Donc, n'hésitez pas. On va voir ce que les personnes ont à nous dire. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super parce qu'en effet, tu essayes de comprendre la personne que tu as en face, tu lui fais dire toutes les choses qu'il a à dire et ensuite tu réutilises ça pour l'accompagner. On a Alex qui dit sur quel mécanisme repose le serais-tu contre que? Mécanisme, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ouais. Qu'est-ce que tu entends par mécanisme, Alex? En gros, le serais-tu contre, c'est juste qu'il redonne le contrôle à quelqu'un. En fait, c'est comme les enfants. Les enfants, ils ont leur terrible tout, ils disent non. C'est juste parce qu'en fait, ils ont envie de reprendre le contrôle sur leur personne. C'est l'âge où ils commencent à prendre conscience qu'ils existent. Avant, ils sont pas conscients qu'ils existent. À 2 ans, ils commencent à comprendre qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et donc, ils veulent avoir ce contrôle là-dessus parce qu'ils n'ont pas eu l'impression de l'avoir. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent non, 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 non.
Non, dès que tu leur demandes un truc. Et en fait, quand tu tournes ta question en négatif, tu permets à la personne de reprendre ce contrôle et donc elle se sent plus obligée. C'est pour ça que ce que je faisais avec Fabio, c'était est-ce que tu penses que ce serait une mauvaise idée? Est-ce que tu penses que, enfin, qu'est-ce qui te ferait dire que le sales pourrait ne pas être différent? Et surtout, j'appuyais sur des choses qui étaient importantes pour lui. Il a parlé de la culture. Et tu vois, ça, c'est ce truc que seul un sales peut voir. J'ai vu ses yeux s'emballer quand je parlais de la culture, quand je parlais de la croissance, quand je parlais d'aller chercher plus de chiffre d'affaires, ce qu'il ferait avec cet argent. Et en fait, tu sens que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, qui réveille ses tripes, en fait. Et le fait de montrer que justement mon but, c'est surtout de l'aider à aller chercher ça, parce que c'est vrai, les sales permettent d'aller chercher ça, bah forcément, ça crée une meilleure connexion entre lui et moi, parce qu'il a l'impression que je comprends sa motivation profonde. Et le seriez-vous contre? Ça le pousse juste à me dire la vérité. Je lui ai pas dit, non, mais tu penses pas que les sales, ça t'aiderait surtout, machin. J'ai pas orienté ma réponse. Je lui ai dit, ce serait quoi l'impact des sales pour toi? Et le fait que ce soit lui qui le sort de sa bouche, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on a quelqu'un qui est assez réfractaire, pas forcément, enfin, qui a pas confiance au service de base ou tu vois, qui va mettre un peu de hantise, il va beaucoup plus croire, dans tous les cas, et de toute façon, l'humain de manière générale, les mots qui sortent de sa bouche que les mots qui sortent de la bouche du commercial. Donc ton but, c'est pas de lui balancer une panoplie d'arguments, c'est juste que de lui-même, il se dise, non mais les sales, c'est tellement important pour ce chiffre, etc. Pourquoi? Parce que ensuite, après, il peut pas rentrer en incohérence avec ce propos. Sinon, ça crée en psychologie ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. J'en ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, qui était juste avant la vidéo du pourquoi. C'est qu'en fait, quand quelqu'un te dit, bah non, mais je sais qu'il faut que je perde du poids, je sais qu'il faut que j'arrête de manger, etc. Si après, elle continue à remanger des cochonneries, elle va trouver des excuses. Oui, mais là, c'est parce que, non, non, non. Parce qu'en fait, son cerveau ne supporte pas d'être en dissonance cognitive. Et dans la vente, tu as un peu moins d'excuses à trouver. Parce que du coup, s'il dit oui, mais c'est sûr que je veux le faire, il peut pas être en dissonance. C'est pour ça que parfois, vous avez des prospects qui vous ghostent. C'est juste parce qu'ils ont créé une dissonance et qu'ils assument plus. Ils assument plus ça. Il y a des petites techniques aussi pour éviter ça. On a une autre question qui est quelle serait la meilleure approche pour un prospect vers qui on va mais qui finalement n'a rien demandé? Parce que dans votre exemple, Shannon, Fabio, même un peu fâché avec la vente, est quand même dans une démarche d'écoute. Si demain je vais enquiquiner quelqu'un qui n'a rien demandé, quelle est la bonne approche en anglais pour l'emmener sur mon terrain de jeu? Bah, déjà, fais ta recherche, prépare ton rendez-vous. Avant même de l'appeler, avant même d'aller en rendez-vous, montre que tu t'es vraiment intéressé à lui. Ça, c'est la première chose. En fait, si tu y vas en disant, écoute, moi, comment je peux t'aider, ou tu arrives avec des questions alors que le mec, effectivement, il n'est pas du tout dans une démarche où il a rien demandé, bah, faut pas s'étonner qu'ils te répondent pas. Et en fait, ça se prépare aussi cet aspect de question. Et tu vois, je l'ai fait au moment du framing, en lui disant, bah, en fait, là, on a 20 minutes ensemble. Mon but pendant ces 20 minutes, c'est de voir si je peux t'aider ou pas. Mon but, c'est pas de te closer, mais c'est déjà d'essayer de voir si je peux t'aider. Il y a une phrase que je donne en coaching, en formation, donc c'est cadeau. C'est que souvent, je dis à mes élèves, quand ils font de la prospection ou autre, de dire, en fait, l'objectif de cet échange, c'est de voir si on peut vous aider ou pas, mais au mieux, vous repartez avec une vision claire de ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, et donc vous savez que vous avez la meilleure solution, et donc vous n'avez plus besoin de changer. Ça, c'est au pire, pardon, et au mieux, vous avez trouvé une solution qui correspond à vos besoins et vos enjeux du moment, et donc c'est un problème qui est réglé. Et en fait, le fait de remettre aussi en perspective ce que la personne a gagné à passer du temps avec vous, fait que ça montre que vous n'êtes pas là que pour vous. Quand je dis ça, je dis au pire, tu sais ce qui se fait sur le marché, et t'as plus besoin d'y repenser. Tu sais que si quelqu'un te propose quelque chose d'autre sur ce sujet, tu pourras lui dire non, non, c'est bon, je connais tout et raccrocher et pas avoir cette FOMO. Et quand tes concurrents parleront de ce sujet-là, tu pourras répondre. Donc, tu as quelque chose à y gagner dans tous les cas. Et au mieux, tu as résolu son problème. Donc là, je suis pas en train de parler de moi, je suis en train de parler de ce que lui a gagné. C'est vraiment ce switch. Et c'est vraiment ce truc de oui, mais j'ai pas envie de l'enquiquiner. Déjà, pourquoi tu penses que tu l'enquiquinerais? T'es là pour aider ou t'es là pour l'enquiquiner? Enfin, t'as pas choisi le bon métier. Je pense que personne s'est levé un matin en se disant et si je devenais enquiquineur professionnel? Ouais, ça, c'est une croyance limitante. Exactement. On prend juste une dernière question parce qu'il nous reste 2 minutes. Ah, Euh, est-ce que j'utilise ChatGPT pour préparer les rendez-vous et avoir Exactement, des c'est infos? ça. C'est celle que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que tu Je me utilises suis clonée dans ChatGPT? une IA, donc je m'utilise moi. Et d'ailleurs, j'enverrai le lien à Déborah et vous pourrez tous, vu que vous avez participé à ce webinaire, l'utiliser gratuitement. Et Oh, donc, merci. c'est tous mes conseils plugués directement dans cette IA. Donc, c'est que sur mes contenus gratuits. Mes élèves ont droit à la même version payante, enfin avec mes contenus payants. Et dedans, il y a tout. Et là, tu pourras préparer tes rendez-vous, tes mails de prospection, etc.
Bon, merci beaucoup, Shannen, pour le temps que tu nous as accordé. C'était vraiment super. Je pense que tout le monde, et oui, et d'ailleurs, je tiens à le dire, tout le monde est resté, quasiment tout le monde est resté jusqu'à la fin, donc vraiment, ça a été apprécié. On n'hésite pas à ajouter Shannen sur les réseaux, toutes les équipes de Maïs qui ont été présentes, si vous êtes intéressés pour éventuellement avoir un coaching avec Shannen, n'hésitez pas à nous le dire, à nous, les managers, comme ça on peut organiser peut-être une session avec Shannen à venir. On vous met enfin les calendriers workshop qu'on a sur les prochaines dates et aussi normalement notre prochain webinar qui aura lieu le mois prochain, le 25 novembre. Et si tout se passe bien, Shannon, c'est même Guillaume Moubèche qui sera avec nous. Donc Ah bah j'espère qu'il génial. sera parmi nous à revalider, mais normalement c'est Guillaume qui est avec nous sur la Trop partie bien. Bah, vous développer avez de votre la chance, hein. Dis réputation. donc, chez Maïs, vous avez vraiment des stars, hein. Ouais, c'est clair, on a beaucoup de chance. Merci beaucoup à tous d'être venus à ce webinaire et on se Merci à dit à très tous. bientôt pour Merci le à prochain. Fabio d'avoir joué le jeu. Merci Thank you, à Shannon. Déborah aussi À pour toi. l'invitation et tous les gentils compliments, à l'équipe de Maïs pour l'organisation et à tous ceux qui sont venus au webinaire. Et vous recevrez le replay, donc trop contente. Merci à tous, bonne journée et à très Ciao. bientôt. Thank Bye you. bye. Bye, everyone.